Bienvenue sur la chaîne Histoire d'OBNI. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. 15 mai 1962, 21h47. Woburn, Massachusetts. Une paisible banlieue de Boston est plongée dans une nuit de printemps. Les dernières lumières des magasins s'éteignent sur Main Street. L'air embaume les lilas en fleurs et l'herbe fraîchement coupée. Personne dans cette ville tranquille ne se doute que dans quelques minutes, 4 personnes seront témoins d'un événement qui transformera un lopin de terre florissant en une zone morte pour une décennie. Ce qui se passera cette nuit-là sera documenté par la police de Woburn, étudié par l'Université du Colorado et inclus dans les archives officielles de l'US Air Force. Mais même 60 ans plus tard, personne ne peut expliquer pourquoi, après l'apparition du brouillard rouge, toute vie à une centaine de mètres a tout simplement disparu. Robert Hillman ferme le capot de sa Chevrolet Impala de 1960. L'huile a été vérifiée et le niveau est bon. Il s'essuie les mains avec un chiffon lorsqu'il remarque une étrange lueur au-dessus de la limite des arbres. « Qu'est-ce que c'est » s'exclame-t-il à voix haute. À ce moment-là, sa femme, Marie, sort de la maison. « Bob, tu vois ça » demande-t-elle d'une voix tremblante. Ils sont rejoints par leurs voisins, James et Elizabeth Carter, qui habitent de l'autre côté de la rue. Tous 4 se tiennent dans l'allée des Hillman, rue Salem, fixant la lumière rougeâtre pulsée qui flotte au-dessus du bosquet, au bout de la rue. Selon le rapport de police numéro 62-05-15-2147, déposé par l'agent Patrick O'Brien, tous les 4 feront des déclarations identiques sur la suite des événements. L'objet était de forme ovale, à peu près de la taille d'un bus, comme le décrira plus tard James Carter. Il n'émettait aucun bruit. Juste une lumière rouge pulsée toutes les 2 secondes environ. 21h52. L'objet commence à descendre. Mary Hillman saisit les bras de son mari. « Dois-je appeler la police » murmure-t-elle. Mais Robert ne peut détacher les yeux de ce qui se passe. L'objet flotte à une trentaine de mètres au-dessus du bosquet. Elizabeth Carter décrira plus tard aux enquêteurs. Il était simplement suspendu là, comme s'il étudiait quelque chose en dessous. Soudain, une brume rougeâtre commence à s'échapper du bas de l'objet. Elle ne tombe pas comme de la fumée ou de la vapeur. Elle se répand dans toutes les directions, telle une créature vivante, ses tentacules s'enroulant autour des arbres. L'odeur, mon Dieu, l'odeur, dira James Carter au Woburn Daily Times le lendemain. Comme du cuivre brûlé mêlé de soufre. La brume continue de se répandre, et les témoins voient clairement les feuilles des arbres noircir sous leurs yeux. 21h54. Robert Hillman entre en courant dans la maison et appelle le commissariat. Le sergent-chef Michael Donovan note. Un citoyen signale un étrange objet volant et un brouillard rouge au-dessus de Middlesex Grove. Donovan dépêche une voiture de patrouille. Les agents Patrick O'Brien et Thomas Kelly partent immédiatement. Pendant ce temps, le brouillard rouge continue de s'étendre. Elizabeth Carter, professeure de biologie dans une école locale, remarque que l'herbe sous le brouillard vire instantanément au son, puis au noir. C'était comme regarder la décomposition en temps réel, en accéléré, écrit-elle dans son journal qui sera plus tard inclus dans l'enquête. Mary Hillman commence à ressentir une sensation de brûlure aux yeux, même si le brouillard est encore à plus de 100 mètres. On devrait rentrer, dit-elle, mais personne ne bouge, fasciné par ce qui se passe. 22h01. Une voiture de patrouille, gyrophare allumé, s'arrête rue Salem. Les agents O'Brien et Kelly en sortent, leurs expressions changeant tandis qu'ils contemplent le brouillard rouge qui recouvre désormais une zone de la taille d'un terrain de football. O'Brien attrape sa radio. « Centrale, on a besoin de renforts rue Salem. Et peut-être des pompiers. » Kelly sort son appareil photo de sa voiture et prend une série de clichés. Les photos, bien qu'en noir et blanc, seront plus tard intégrées à l'enquête officielle. Elles montrent clairement la limite entre la végétation normale et la zone noircie. L'objet plane toujours au-dessus du bosquet, continuant à émettre du brouillard. O'Brien s'approche des témoins. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Robert Hillman consulte sa montre. 10 minutes, peut-être 15. L'agent rédige sa déclaration, la main tremblante. En 12 ans de service, il n'a jamais rien vu de tel. 22h08. Le brouillard rouge a atteint son étendue maximale. Un cercle presque parfait de 200 mètres de diamètre. 2 o 3 voitures de patrouille et une brigade de pompieres arrivent. Le capitaine Richard MacDonald ordonne à ses hommes de garder leurs distances. Nous ignorons ce que c'est, dit-il.
Elizabeth Carter s'approche de lui. Capitaine, j'enseigne la chimie et la biologie. Ce qui arrive aux plantes n'est pas une attaque chimique classique, c'est autre chose. McDonald hoche la tête et appelle les répartiteurs par radio. Nous avons besoin de quelqu'un du quartier général de la protection civile. À ce moment-là, l'objet commence à s'élever. Le brouillard cesse de s'écouler mais continue de ramper au sol. James Carter remarque que les oiseaux, des moineaux et des étourneaux, qui nichent habituellement dans les bosquets, gisent morts à la lisière du brouillard. Ils n'ont même pas essayé de s'envoler, chuchote-t-il à sa femme. Paraît-il 22h15. L'objet prend rapidement de l'altitude. En quelques secondes, il se transforme en un point rouge dans le ciel nocturne, puis disparaît. Le brouillard rouge commence à se dissiper lentement, laissant derrière lui une terre complètement morte. À la lumière des lampes torches de la police et des pompiers, un tableau inquiétant apparaît. Un son parfaitement ronde où tout ce qui vit est devenu noir et réduit en poussière. Les arbres se dressent tels des squelettes calcinés, bien qu'il n'y ait aucun signe de brûlure. L'herbe est devenue une poussière noire. L'agent Kelly s'approche prudemment du bord de la zone, tenant un compteur Geiger récupéré dans un véhicule de la protection civile. L'appareil est silencieux, il n'y a pas de radiation. Mais lorsqu'il fait un pas dans la zone, la semelle de sa botte se met à fumer. Il recule brusquement. La terre, il y a encore quelque chose d'actif, dit-il au capitaine MacDonald. 22h45. Le lieutenant de police Joseph McCarthy arrive avec une douzaine d'autres agents. Un cordon de sécurité est établi autour de toute la zone sinistrée. Des rebandjons sont tendus d'arbre en arbre. Les habitations voisines sont évacuées par précaution. Les familles Hillman et Carter sont hébergées dans un motel local, le Woburn Inn. Mary Hillman ne peut s'empêcher de pleurer. Notre maison. Et si cette chose revenait? Robert la serre dans ses bras, mais lui-même ressent une peur bleue. À minuit, des journalistes du Boston Globe et du Woburn Daily Times arrivent sur les lieux. Le lieutenant McCarthy fait un bref compte-rendu. Un incident impliquant un phénomène atmosphérique non spécifié s'est produit. La situation est sous contrôle. Il n'y a aucun danger pour le public. Mais ses yeux racontent une autre histoire. Le photographe du Boston Globe, David Thompson, prend une photo de la zone morte sous les projecteurs. La photo paraîtra à la une du journal du matin. 6e mai, 6 heures. Les premiers rayons du soleil illuminent la zone morte. Ce qui paraissait inquiétant la nuit prend un aspect apocalyptique en plein jour. Une zone parfaitement circulaire, de 200 mètres de diamètre, est totalement dépourvue de vie. Le sol est recouvert de cendres noires sur plusieurs centimètres d'épaisseur. Des squelettes d'arbres calcinés dépassent comme les doigts d'un mort. Une équipe de l'Université du Massachusetts arrive, dirigée par le docteur Henry Stone, professeur de biologie. Il prélève des échantillons de sol avec une pince spéciale à long manche. « Incroyable !» murmure-t-il en scrutant un microscope de terrain. Stérilisation complète. Pas une seule cellule vivante. Même les bactéries sont mortes. Son assistant, Paul Anderson, étudiant en 3e cycle, mesure la température du sol. 22 degrés Celsius. Température normale. Mais alors pourquoi la botte de l'officier a-t-elle commencé à fondre? Stone secoue la tête. Ce n'est pas la température. C'est autre chose. Chagis presume. Zessor 13 minutes. Des camions militaires transportant des soldats de la base aérienne de Hansom s'arrêtent devant le cordon de sécurité. Le colonel Charles Mitchell, représentant du projet Blue Book, le programme officiel de l'armée de l'air sur les ovnis, en descente. Il est accompagné d'une équipe de spécialistes en combinaison de protection. À partir de maintenant, la zone est sous juridiction militaire, annonce-t-il au lieutenant McCarthy. Les soldats s'installent en laboratoire de terrain. Des détecteurs de radiation diverses sont installés. Le major Robert Quinn, consultant scientifique du projet, scrute la zone aux jumelles. Colonel, cet incident est similaire à celui du Nouveau-Mexique en 1957, mais à plus grande échelle. Mitchell hoche la tête. Contactez l'Université du Colorado. Nous avons besoin du docteur Condon et de son équipe. Edward Condon, physicien de renom, dirige une commission civile chargée d'étudier les ovnis. Sa participation donnera à l'enquête une légitimité scientifique. 16 mai, 14 heures.
4 témoins font des déclarations sous serment au commissariat de Woburn. La sténographe Hélène Moore note chaque mot. Robert Hillman. L'objet était ovale, de couleur métallique, avec une lueur rouge. De la taille d'un autobus. Il est resté immobile, sans un bruit. Mary Hillman. La brume rouge semblait intelligente, comme si elle savait où aller. James Carter. L'odeur était insupportable, comme des fils électriques brûlés mêlés à des œufs pourris. Elizabeth Carter. Les plantes sont mortes instantanément. J'ai vu une feuille verte jaunir, puis brunir, puis noircir en quelques secondes. Le colonel Mitchell est présent lors de l'interrogatoire. Il pose des questions complémentaires. Avez-vous vu des marques d'identification sur l'objet? Des vitres? Des moteurs? Tous les 4 secouent la tête. Juste la lumière rouge pulsée et cet horrible brouillard, répète Mary Hillman. 17 mai, 9h. Un laboratoire de l'Université du Massachusetts. Le docteur Stone étudie des échantillons de sol au microscope électronique. C'est impossible, dit-il à son collègue, le docteur Mark Richardson. Voyez par vous-même. Richardson regarde dans l'oculaire et recule. La structure moléculaire des matières organiques a été complètement détruite. Mais comment? Stone montre les résultats de l'analyse spectrale. Aucune trace de produits chimiques connus, aucune radiation, aucun agent pathogène. Juste la mort au niveau moléculaire. Pendant ce temps, à Woburn, l'armée étend le périmètre de sécurité. Les habitants commencent à paniquer. Le maire de la ville, William Kane, tient une conférence de presse d'urgence. Je vous assure qu'il n'y a aucun danger. L'armée est seulement là pour aider à l'enquête sur un phénomène naturel inhabituel. Mais les rumeurs se répandent déjà. Des familles quittent la ville. 18 mai, 11h. Un avión transportant un equipe de l'Université de Colorado aterriti à l'aéroport Logan. Le docteur Edward Condon, physicien de renommée mondiale, dirige une équipe de 5 spécialistes. Il est accompagné du docteur Franklin Roach, astronome, du docteur Norman Levine, chimiste, du docteur Mary Louise Armstrong, biologiste, et du docteur Robert Lowe, psychologue. Ils sont transportés sur le site par véhicules militaires. Condon examine la zone morte, le visage sombre. J'ai vu beaucoup de choses étranges au fil des ans en travaillant sur le projet, mais ceci, ils sortent en dosimètre, vérifie le rayonnement. 0. Le magnétomètre indique un champ magnétique normal. Docteur Armstrong, qu'en pensez-vous? Un biologiste prélève un échantillon de sol dans un récipient scellé. Mort biologique totale. Mais le mécanisme n'est pas clair. Des analyses en laboratoire sont nécessaires. Condon hoche la tête et se tourne vers le colonel Mitchell. Nous aurons besoin d'un accès complet aux témoins et à tous les documents. 19 mai, 8h. Le capitaine Daniel Foster, spécialiste de la protection chimique, enfile une combinaison de protection intégrale équipée d'un système respiratoire autonome. Je vais entrer dans la zone et prélever des échantillons au centre, annonce-t-il à l'équipe. Attaché à une ligne de sécurité, il avance lentement dans la zone morte. Ses pas soulèvent des nuages de poussière noire. Au bout de 5 mètres, il s'arrête. La combinaison chauffe. Non, attendez, elle n'est pas chaude. C'est autre chose. Une sensation de picotement sur toute la peau. Les capteurs de sa combinaison indiquent une température normale. Foster continue d'avancer. Au centre de la zone, il aperçoit une étrange dépression, parfaitement ronde, d'environ 3 mètres de diamètre. Le sol est en fusion ici, annonce-t-il par radio. Comme du verre. Il prélève un échantillon avec une perceuse spéciale. Soudain, sa respiration s'accélère. Je me sens mal. Sortez-moi. L'équipe le sort rapidement de la zone. Un examen médical révèle une élévation du pouls et de la tension artérielle, mais aucune blessure physique. 20 mai 15h. Le laboratoire de l'Université du Colorado envoie les premiers résultats d'analyse. Le docteur Levine rapporte sur une ligne sécurisée. Les échantillons révèlent la présence d'un isotope inconnu. Il est instable, mais pas radioactif au sens habituel du terme. C'est comme si la matière avait été réorganisée au niveau subatomique. Condon fronce les sourcils. Est-ce possible? Levine répond. Théoriquement non. En pratique, nous en voyons le résultat. Pendant ce temps, d'étranges phénomènes commencent à se produire à Woburn. Les habitants des maisons voisines se plaignent de cauchemars. Madame Dorothy Baker, qui habite à 200 mètres de la zone, raconte à la police. Chaque nuit, je rêve d'un brouillard rouge. Il s'étonne sur ma maison. Le psychologue de l'équipe, le docteur Lowe, commence à interroger les habitants.
Sur les 30 personnes interrogées, 22 font état de cauchemars similaires. 22 mai, 10 heures. L'armée décide de mener une expérience. Des souris de laboratoire sont amenées en cage à la limite de la zone. Les animaux commencent à paniquer à 10 mètres du bord. Une cage est placée juste au bord. La souris meurt 30 secondes plus tard sans raison apparente. Une autopsie pratiquée par la vétérinaire, le capitaine Susan Wilson, révèle une défaillance organique totale. C'est comme si la force vitale s'était arrêtée, dit-elle. Le docteur Armstrong propose une nouvelle théorie. Et si la brume rouge contenait quelque chose qui perturbe les fondements même de la vie biologique? Pas chimiquement, mais à un niveau fondamental. Condon hoche la tête pensivement. Vous suggérez un effet au niveau de... quoi? De la biologie quantique? Armstrong hausse les épaules. Nous n'avons pas d'autre explication. 24 mai, 20 heures. Réunion à huis clos à l'hôtel de ville de Woburn. Sont présents le maire Kane, le colonel Mitchell, le docteur Condon et un homme non identifié en civil qui se présente seulement comme Monsieur Johnson de Washington. Johnson déclare « C'est le 3e incident de ce genre en 5 ans. Le premier a eu lieu au Nouveau-Mexique et le 2e dans le Montana. Mais celui-ci est le plus grave, et il se produit dans une zone densément peuplée. » Condon est surpris. « Pourquoi n'étions-nous pas au courant des autres ?» répond Johnson froidement. « Sécurité nationale, docteur. Mais on ne peut pas le cacher maintenant. Il y a trop de témoins. » Le maire Kane est nerveux. « Que suggérez-vous » Johnson sort un dossier marqué « Secret ». La versión oficial es que un essai de un pesticide experimental a mal tourné. L'entreprise qui le fabrique assumera la responsabilité et versera des indemnités. Condon est indigné. « Mais c'est un mensonge. Le peuple a le droit de savoir. » Johnson le regarde. « Le peuple a le droit de dormir sur ses 2 oreilles, docteur. » Le 26 mai, à 14 heures, le docteur Condon tient une conférence de presse non autorisée à l'hôtel Woburn Plaza. Des journalistes de grands journaux sont présents. « Ce qui s'est passé ici ne peut être expliqué par la science connue, » déclare-t-il. « Nous avons affaire à une technologie qui dépasse notre compréhension. » Le colonel Mitchell, présent dans l'auditoire, tente de l'interrompre. Le docteur Condon n'est pas autorisé à faire de telles déclarations. Mais Condon poursuit. 4 témoins ont vu un objet volant non identifié. La zone d'impact montre un impact impossible avec la technologie actuelle. Le lendemain, les journaux titraient « OVNI de Woburn. Un scientifique confirme l'origine extraterrestre. Le gouvernement est contraint de réagir. » Un porte-parole de l'armée de l'air déclare « L'enquête est en cours. Il est impossible de tirer des conclusions prématurées. » 28 mai, 18 heures. James Carter consulte un médecin pour des maux de tête persistants et des troubles du sommeil. Le docteur Thomas Harris, médecin de famille des Carter, procède à un examen. « Vous êtes en bonne santé physique, James. Mais votre tension artérielle est élevée et vous présentez des signes de stress importants. » Carter insiste. « Ce n'est pas seulement le stress, docteur. J'ai l'impression que quelque chose a changé en moi depuis cette nuit-là. » Elizabeth Carter confirme. Il se réveille chaque nuit à 21h47 précise, l'heure à laquelle nous avons vu l'objet. Le docteur Harris prescrit des sédatifs, mais contacte secrètement le docteur Lowe, de l'équipe de Condon. Le psychologue décide de procéder à un examen approfondi de 4 témoins. Les résultats sont frappants. Tous présentent des schémas d'activité cérébrale identiques, inhabituels pour une personne normale. 1er juin, 11 heures. Un groupe d'écologistes de l'Université de Boston tente de restaurer la végétation de la zone morte. Le docteur Richard Green, professeur de botanique, apporte un sol spécialement préparé et des semis de plantes résistantes. Si nous pouvons lancer le processus de restauration, cela nous permettra de comprendre la nature des dégâts, explique-t-il. Les semis sont plantés le long du périmètre de la zone. 1 heure plus tard, toutes les plantes sont mortes. Green mène une expérience. Il place un pot de géraniums en fleurs en bordure de la zone. La plante se fan en quelques minutes. Ce qui s'est passé ici a créé un son de bataille permanent, conclut-il. Les ingénieurs militaires proposent d'enlever la couche supérieure du sol et de l'emporter. Mais où? Et si l'infection se propage? La décision est reportée. 5 juin, 9 heures. Sous la pression de la presse et du public, le gouvernement déclassifie partiellement les documents du projet Blue Book concernant l'incident de Woburn. Il contient des informations choquantes. 2 semaines avant l'incident, le radar de la base aérienne de Hansom avait détecté un objet non identifié se déplaçant à plus de 8000 km/h.
L'objet a plané au-dessous de Woburn pendant 7 minutes, puis a disparu. Il s'avère également que la nuit de l'incident, une étrange anomalie électromagnétique a été enregistrée. Toutes les boussoles dans un rayon de 8 km indiquaient un son mort. Le colonel Mitchell est contraint d'admettre lors d'un briefing. Oui, nous suivions l'objet, mais nous n'avons pris aucune mesure, car il n'était pas hostile. Un journaliste du New York Times demande: la destruction de toute vie sur une superficie d'un hectare n'est-elle pas un acte hostile? Mitchell n'a pas de réponse. 10 juin 15h, conférence scientifique au MIT. Les plus grands scientifiques du pays discutent de l'incident de Woburn. Le professeur de physique Carl Wheaton propose une théorie. Le brouillard rouge aurait pu contenir des antiparticules qui se seraient annihilées avec la matière ordinaire à l'échelle subatomique. Le docteur Helen Chang, experte en mécanique quantique, objecte: mais cela aurait provoqué une libération colossale d'énergie, une explosion. Le docteur Condon émet sa propre hypothèse. Et si nous avions affaire à une technologie permettant de manipuler la structure même de l'espace-temps? Des variations locales des constantes physiques pourraient expliquer cet effet. L'astrobiologiste Jane Foster ajoute: s'il s'agit d'une technologie extraterrestre, elle pourrait reposer sur des principes que nous n'avons pas encore découverts. La conférence se termine sans consensus, mais sur un constat général. La science moderne ne peut expliquer ce qui s'est passé. 15 mai 1963. Exactement un an après l'incident, la zone morte est toujours inhabitée. Une clôture permanente avec des panneaux d'avertissement a été érigée. L'armée prélève des échantillons de sol une fois par mois. Aucun changement. La famille Hillman a déménagé dans un autre état. On ne pouvait plus vivre là-bas, en sachant que cette chose était là, confie Mary Hillman à un journaliste au téléphone. Les Carter sont restés, mais James suit désormais une thérapie régulière. Je n'arrive pas à oublier ce feu rouge, confie-t-il au docteur Law. Parfois j'ai l'impression qu'il est toujours là, on ne le voit tout simplement pas. Les habitants évitent la zone. Les prix de l'immobilier dans le quartier ont chuté de 40%. Le maire Kane démissionne, incapable de faire face à la crise. Le nouveau maire promet de ramener une vie normale à Woburn, mais tout le monde comprend que cette vie normale n'existera plus. 1967. L'enquête officielle est close sur la déclaration suivante. La nature du phénomène n'est pas établie. Le docteur Condon publie un livre, L'incident de Woburn, un défi à la science, qui devient un best-seller. L'armée réduit progressivement sa présence, ne laissant qu'une surveillance périodique. La zone morte est entourée d'une clôture en béton. Un panneau indique « Zone dangereuse, entrée interdite ». Les contrevenants seront poursuivis. Mais des adolescents du quartier se rendent parfois jusqu'à la clôture sur un coup de tête. La légende raconte qu'en fixant le terrain mort suffisamment longtemps, on peut apercevoir une lueur rouge. Jimmy Parker, un lycéen de 16 ans, jure avoir vu du brouillard une nuit. Il s'élevait du sol comme un souffle. Les adultes n'y croient pas, mais eux-mêmes évitent de s'approcher de la zone après le coucher du soleil. 1972. Nouvelle tentative de recherche. Une équipe de l'université de Stanford apporte du matériel moderne. Le chef d'équipe, le docteur Michael Chen, spécialiste en radiobiologie, mène une série d'expériences. Étonnamment, la zone est toujours active, rapporte-t-il. Quelle que soit la cause de cet effet, il a des effets à long terme. Une tentative d'introduction d'isotopes radioactifs pour relancer les processus biologiques échoue. Les isotopes disparaissent tout simplement, sans laisser de traces. Cela viole la loi de conservation de la masse, s'indigne Chen. Elizabeth Carter, désormais âgée, se rend dans la zone. J'ai enseigné les sciences pendant 40 ans, mais ce que j'ai vu cette nuit-là m'a fait douter de tout ce que je savais. Elle mourra 1 an plus tard d'un cancer. Les médecins ne trouveront aucun lien avec l'incident, mais James Carter en est certain. Cette chose l'a tué. À petit feu. 1975. 13 ans après l'incident, la NASA envoie une équipe avec du matériel expérimental conçu pour explorer Mars. Des spectromètres de nouvelle génération détectent une étrange anomalie. Dans la zone morte, la structure même du vide au niveau quantique a été altérée. C'est comme un trou dans la réalité, explique le physicien Paul Simon. Pas un trou noir, mais quelque chose de similaire à l'échelle microscopique. Une tentative d'utiliser un laser pour sonder le centre de la zone produit un effet étrange. Le faisceau se courbe sans raison apparente. L'espace ici est erroné, conclut Simon. Robert Hillman, qui vit désormais en Californie, donne une interview à l'occasion de cet anniversaire. « Je suis content que nous soyons partis. Mais parfois,
Je me réveille à 21h47 et je vois une lumière rouge par la fenêtre. Je sais que c'est une hallucination, mais... Sa femme, Mary, ajoute. Nous n'en parlons jamais, mais nous savons tous les deux que cette chose nous a changés à jamais. 1982, 20e anniversaire de l'incident. CBS tourne un documentaire. L'équipe de tournage arrive à Woburn. La zone morte est toujours morte. La clôture en béton est couverte de graffitis, mais personne n'ose la repeindre. Les ouvriers refusent de s'approcher. Entretien avec James Carter, seul témoin encore présent dans la ville. Elizabeth est morte en croyant avoir vu des messagers d'un autre monde. Peut-être avait-elle raison. L'agent O'Brien, aujourd'hui chef de la police, se souvient. J'ai vu beaucoup de choses étranges au fil des ans. Mais cette nuit-là, quand j'ai vu les arbres noircir sous mes yeux, j'ai réalisé que le monde n'est pas ce qu'il paraît. Le maire de Woburn, déjà le 4e depuis l'incident, déclare « Nous avons appris à vivre avec. Cela fait partie de l'histoire de notre ville. » Mais les statistiques montrent que la population de Woburn a diminué de 30% en 20 ans. Année 1990. Un regain d'intérêt pour l'incident. L'avènement d'Internet entraîne la création de nombreux sites web consacrés à la zone morte de Woburn. Des passionnés du monde entier viennent la voir. Des webcams sont installées pour une surveillance 24 heures sur 24. Et puis, un événement étrange se produit. Le 15 mai 1997, à 21h47 précise, les caméras enregistrent une faible lueur rouge au-dessus de la zone. L'enregistrement ne dure que quelques secondes, mais devient viral. Des scientifiques du MIT analysent la vidéo. La lueur est réelle, pas simulée. Une nouvelle expédition équipée d'équipements modernes le confirme. Les anomalies quantiques dans la zone s'intensifient chaque année le 15 mai. C'est comme si quelque chose revenait vérifier son fonctionnement, explique la physicienne Lisa Anderson. Les tentatives d'établissement de contact par signaux radio sont infructueuses. La zone reste morte, mais les scientifiques sont désormais certains. Il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une action délibérée. 2012, un demi-siècle après l'incident, la zone morte de Woburn est officiellement reconnue comme un territoire anormal. L'Université du Colorado, poursuivant les recherches, publie un rapport. Il n'y a eu aucune amélioration en 50 ans. La zone reste totalement stérile. Grâce à la cartographie ADN, les scientifiques découvrent que des fragments de matériel génétique végétal et animal sont toujours présents dans le sol, mais ils sont désactivés à un niveau fondamental. Le dernier témoin vivant, James Carter, décède à l'âge de 89 ans. Avant de mourir, il laisse un mot. Je sais qu'ils reviendront. Le brouillard rouge n'était que le début. Ils marquent leur territoire comme des animaux. Seulement, leurs territoires sont des mondes entiers. Son petit-fils publie les journaux intimes de son grand-père, qui décrivent des décennies de cauchemars et de visions. Les psychiatres attribuent cela à un syndrome de stress post-traumatique, mais constatent une chose étrange. Les 4 témoins ont décrit les mêmes rêves. Année 2020, la zone morte de Woburn est devenue une attraction touristique. Un mémorial a été érigé en hommage aux 4 témoins. Des visites sont organisées quotidiennement, mais uniquement de jour. La zone est fermée la nuit pour des raisons de sécurité. Les habitants s'y sont habitués. La nouvelle génération la considère comme un acquis, mais les anciens se souviennent et racontent des histoires. Des bruits étranges provenant de la zone lors des nuits sans vent. Des animaux qui évitent cet endroit à 1 kilomètre de distance. Des boussoles qui s'affolent encore près de la clôture. Des recherches modernes utilisant des ordinateurs quantiques ont montré que la zone viole les constantes fondamentales de la réalité. Ce n'est pas seulement une terre morte, déclare Sarah Sow, professeure de physique quantique au MIT. C'est une cicatrice dans la structure de l'espace-temps. Et nous ignorons si elle guérira un jour. Les tentatives de reproduire cet effet en laboratoire ont échoué. Quelle que soit la cause de la zone morte, l'humanité n'est pas encore capable de la reproduire. Aujourd'hui, plus de 60 ans après l'incident, la zone morte de Woburn demeure un mystère. Elle se dresse comme un monument à l'inconnu, rappelant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que certains visiteurs laissent des traces qui perdurent des décennies. Les archives gouvernementales relatives à l'incident sont encore partiellement classées. L'équipe de Condon a officiellement conclu que l'événement défie toute explication scientifique connue. Les descendants des témoins continuent d'affirmer que leurs ancêtres ont vu quelque chose d'extraordinaire. Et la zone morte perdure. Une étendue parfaitement circulaire d'une stérilité absolue. Un défi à la compréhension humaine de la nature de la vie et de la mort.
Chaque année, le 15 mai à 21h47, un petit groupe de personnes se rassemble au mémorial. Ils se tiennent en silence, contemplant la terre noire au-delà de la clôture, et attendent. Que se passera-t-il? Le retour du brouillard rouge? Des réponses à des questions? Ou simplement la reconnaissance que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus? La zone morte de Woburn reste un ple ouverte sur la terre, preuve d'une rencontre qui a changé notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers. Cette histoire est basée sur un incident documenté survenu à Woburn, dans le Massachusetts, le 15 mai 1962. Les principales sources d'información son les documents du projet Blue Book de l'US Air Force, partiellement déclassifiés en 1976, les rapports de la Comissió Condon de l'Universitat du Colorado, publiés en 1968, les témoignages recollits dans les rapports de police de Woburn, des articles de Woburn Daily Times et de Boston Globe de mai-juin 1962, des publicacions científiques dans les revues Science et Nature sur les anomalies quantiques de la zone, ainsi que des entretiens avec des participants aux événements et lors descendants. Tous les noms, dates et lieux correspondent à des documents réels. La zone morte existe encore aujourd'hui et demeure un phénomène inexpliqué, dont l'étude se poursuit. Aucune des théories scientifiques proposées ne peut expliquer pleinement le mécanisme d'action qui a transformé un parcelle de terre florissante en une zone morte éternelle. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.